La France est attaquée. Qui, quoi, comment? Ça vous a pas échappé en ce moment, c'est les Jeux Olympiques ici à Paris, on va dire en France, mais c'est Paris. Hein. Donc il y a des attaques tous les jours sur des infrastructures, sur de l'informatique. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'être qu'on puisse regarder ensemble et que vous puissiez éventuellement réagir sur qui, quoi, comment, qu'est-ce qui se passe et quels sont les enjeux de ces attaques quotidiennes contre la France. Alors au niveau de la cybermenace, il y a un organisme en France qui suit tout ça, ça s'appelle l'ANSSI, hein, c'est l'Agence nationale de sécurité justement sur les systèmes informatiques. Et donc l'ANSSI tient un panorama en fait de toutes les attaques. Et pour cette vidéo, je me suis basé aussi sur ce que l'ANSSI a répertorié comme attaque ces derniers temps. Alors depuis quelques temps, la tendance, je reviendrai sur les rançons, etc., mais c'est de mener des attaques pour pousser un discours politique. Et aujourd'hui, la principale nation qui en veut à la France, c'est la Russie. Que vous aimiez ou pas la Russie, c'est la Russie qui nous attaque. Et donc c'est contre la Russie que nos équipes nationales de défense cyber sont en train de se battre. La deuxième source d'attaque, c'est les attaques par déni de service, donc on appelle des DOS en fait. Hein, donc vous saturez une machine de requêtes, de demandes, pour que la machine tombe en panne ou arrête de fonctionner. Et ça, c'est des attaques qui sont toujours très importantes et quotidiennes, mais qui, en effet, ont été supplantées par des attaques plus ciblées, plus politiques. Les cyberactivistes pro-russes, ils sont actifs, mais en réalité, ils sont pas très efficaces. Hein. Le système, malgré tout, est robuste. Dans un pays comme le nôtre, tout n'est pas non plus connecté à 100%, donc il y a encore beaucoup de cloisonnement entre les choses, et donc il faudrait vraiment trouver un point de faiblesse précis pour pouvoir le faire, et c'est aussi pour ça que la SNCF étant quand même une entreprise très protégée, sur l'attaque qu'il y a eu il y a 2 jours, il a fallu aller mettre le feu sur les postes de contrôle, parce qu'on peut pas les attaquer par l'informatique, et là il faut avoir une attaque physique. Depuis 2 ans, les attaques sont en hausse de 30%, donc là le graphique, là, donc c'est vraiment une hausse importante, et c'est une hausse continue, constante, tous les mois, il y a plus d'attaques. Au niveau des cibles, hein, au départ, il y avait des raisons crapuleuses, donc attaquer les entreprises pour prendre des rançons. Aujourd'hui, et c'est en hausse de 24%, c'est l'attaque de collectivités ou d'institutions publiques, donc hôpitaux et autres, pour mettre le système en défaut ou voler des données importantes qui sont stockées sur ces environnements. Et là, c'est le tournant, en effet, que l'on constate. De attaques de groupes d'activistes crapuleux, on passe à l'attaque d'État qui organise la déstabilisation de tout un système public dans un pays donné, en l'occurrence ici chez nous. Alors sur les souches d'attaque, ce sont parce que ces gens-là, ils disent qu'ils sont hackers, que c'est des génies, mais ils sont pas très bons. En fait, ils utilisent des outils du marché. Donc la principale souche d'attaque, c'est Logbit. Donc c'est un système d'attaque qui est facilement trouvable si vous vous donnez la peine de chercher. Et Logbit a plusieurs déclinaisons signatures, mais globalement, quasiment plus de la moitié des attaques sont basées sur des attaques Logbit. Et puis après un certain nombre d'autres systèmes dont je ne vais pas citer tout le nom, mais que vous avez là, qui vous permettront de vous rendre compte que la panoplie du cyberhacker, c'est pas le petit génie devant son ordinateur, mais c'est bien l'entreprise de déstabilisation avec des outils du marché qui l'utilise au gré de ses besoins. Actuellement, la principale nation qui veut déstabiliser d'autres nations, c'est la Russie. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais donc sur l'an dernier, un certain nombre de prépositionnements d'attaques ont été détectés sur des entreprises d'énergie, sur des entreprises qui assurent des transports et autres besoins vitaux. Et donc les organismes de défense de chaque pays sont très attentifs à ce genre de préparation. Et donc ces préparations sont toutes jalonnées pour que le moment venu, il puisse y avoir des actions menées pour pas qu'elles puissent être abouties. Compte tenu du fait qu'on a vu que les cyberattaquants utilisent des outils du marché, en fait, ils essayent de devenir furtifs parce que ces outils, ils sont connus tous, donc on sait les détecter. Donc, ils utilisent des outils civils ou des outils inoffensifs pour vectoriser, en fait, leurs attaques. Donc, des routeurs, vos routeurs, éventuellement vos téléphones portables, éventuellement vos matériels ou des serveurs mal protégés dans des petites entreprises ou des collectivités qui ne sont pas à jour. Et à partir de là, ils peuvent rester longtemps, en fait, en dormant, jusqu'au jour où ils peuvent déclencher l'attaque de manière inattendue, puisque ce ne sont pas des menaces qui sont regardées en permanence. Autre tendance nouvelle aussi, c'est le ciblage des smartphones de VIP. Quand je dis VIP, c'est pas des influenceurs, c'est des gens qui ont des informations ou qui ont des rôles dans les États
pour que leur téléphone soit écouté en permanence et que leur téléphone soit vulnérabilisé sur un certain nombre d'attaques. Et donc, il y a des entreprises là qui proposent des outils d'espionnage qui ont pignon sur rue, notamment une entreprise israélienne qui a déjà été épinglée pour avoir espionné un certain nombre d'autres États. Bien sûr, ce ne sont pas les Israéliens directement, c'est les clients des Israéliens qui font ça, et notamment l'Azerbaïdjan qui est un très gros client. Dernier point malheureusement qui nous aide pas, c'est que les logiciels commerciaux des grands éditeurs, Microsoft et autres, sont des vrais passoires de sécurité. Ils sont mal développés, ils sont mal conçus, ils sont pas conçus pour résister à des attaques, ils sont conçus pour fonctionner le plus vite possible. Donc les tests ne prennent pas en compte la cybersécurité dans tous les cas. Et donc là vous avez la liste, il y a une liste de permanence vulnérabilités très graves qui sont publiées et qui sont éventuellement patchées le moment venu, mais en tout cas, en attendant, ça veut dire qu'elles ont été utilisées par le passé par des cybercriminels qui connaissent bien sûr ces failles-là et qui, pour certains qui seraient très bons, peuvent les trouver eux-mêmes. Je vais reprendre l'exemple de Microsoft parce que Microsoft, l'avantage c'est que vous en avez tous. Donc Microsoft a des failles permanentes de sécurité sur l'ensemble de ses outils, donc que ce soit Windows, que ce soit ses bases de données, que ce soit les outils de développement. Et donc l'ANSSI est très attentive et publie régulièrement des alertes sur le niveau faible de sécurité ou le niveau fort de risque qui est atteint par un certain nombre de produits. Mais il y a aussi tous les produits de virtualisation qui sont atteints et bien sûr les logiciels qui font fonctionner les routeurs. J'ai déjà dit tout à l'heure, tous ces gens-là en fait, qui vous vendent des licences ne font pas attention à votre sécurité et à la sécurité des pays qui sont utilisateurs. Et donc, il faut absolument les contraindre à mettre de l'argent là-dedans, puisque vu les résultats qui sont faits, il y a de quoi investir en sécurité pour qu'on puisse en bénéficier tous et être certain d'utiliser des outils qui soient sûrs. S'il y a des gens parmi vous qui écoutez et qui regardez le podcast, donnez votre avis sur la cybersécurité. Je pense que c'est un enjeu politique, c'est un enjeu de sécurité nationale, mais c'est aussi un enjeu personnel de bien être avisé que en fait les hackers sont pas des gens gentils qui sont dans leur chambre, c'est des états méchants qui cherchent à nous nuire, et à partir de là ça change la donne sur la manière dont on doit se comporter vis-à-vis de ce genre d'attaque et vis-à-vis en fait de l'ensemble des règles sécuritaires qu'on doit mettre en place pour qu'on puisse avoir une vie normale, nous, dans nos pays, où on a quand même encore un certain nombre de libertés.